Bonjour à toutes et à tous. Dans l'actualité des idées aujourd'hui, que reste-t-il d'un homme lorsqu'on le prive de sa liberté ? Le système carcéral français a été plusieurs fois condamné par la Cour européenne des droits de l'homme et au sein de ce système, la prison des Baumettes à Marseille a probablement incarné mieux qu'aucune autre l'insalubrité et la promiscuité. Les bâtiments historiques ont fermé en 2017. Les journalistes et réalisateurs Alice Audio et Jean-Robert Vialet y avaient avant cela posé leur caméra pour un film au plus proche des murs lépreux et de ceux qui les habitent, détenus comme surveillants. Ils seront avec nous à 12h55 après le journal, les réalisateurs bien évidemment. Mais avant cela, il sera question d'aliénation, mais d'un autre genre, puisque nous parlerons de super-héros, aliénation de ces personnages, mais aussi d'une industrie du divertissement phagocytée par les hommes et les femmes masquées, ce que critiquait déjà Alan Moore lorsqu'il créa Watchmen au milieu des années 80. La série ressort en BD et fait l'objet d'une adaptation à la télévision, l'occasion de revenir sur le phénomène. La grande table. Raphaël Bourgois. Dans les années 80, ce que je faisais, c'était de pénétrer un monde où, disons, à part la France, la BD n'était pas respectée de quelque manière que ce soit. Et pourtant, il me semblait qu'il y avait des possibilités dans la BD qui n'avaient jamais été explorées, qui fournirait une façon d'articuler les réalités modernes d'une manière que la littérature et le cinéma avaient échoué à faire. Watchmen était un outil pour ces idées-là. Et ça m'a permis de mettre en avant toutes les capacités de la BD, les niveaux de narration, les niveaux de sens. C'était ce que j'avais l'intention de faire. Alan Moore est une véritable légende. Il était ici au micro de France Inter pour la sortie de son livre Fleuve, Jérusalem. L'auteur britannique a participé dans les années 80 au passage de la bande dessinée de l'enfance à l'âge adulte et il a, ce faisant, durablement marqué la culture populaire. C'est lui qui a signé V pour Vendetta et donc ressorti le masque symbolique du terroriste Guy Fawkes dont les Anonymous se sont emparés. Avec la Ligue des Gentlemen Extraordinaires, il a fait des héros littéraires du 19e siècle comme L'Homme Invisible, Dr Jekyll et Mr Hyde ou encore le Capitaine Nemo des super-héros. Mais son chef-d'œuvre, celui qui a marqué l'histoire de la bande dessinée, est et restera Watchmen. Sorti sous forme de feuilleton entre 86 et 87, traduit à l'époque en France par Jean-Patrick Manchette, et c'était sorti en 1992, l'histoire de Rorschach, Dr Manhattan et autres spectres soyeux vient exploser les codes du genre. Alors, après 20 ans d'ultra-domination des films Marvels, comment interpréter un véritable regain d'intérêt pour Watchmen, une série sur HBO par Damon Lindelof, qui est quand même l'auteur de Lost et de Leftovers, et en France, la réédition chez Urban Comics de Watchmen dans sa traduction et son format original, découpé en 12 tomes d'une trentaine de pages. Pour en parler, deux invités. D'abord, l'éditeur et cofondateur d'Urban Comics, Yann Graff, bonjour. Bonjour. Et avec vous, Edmond Touriol, bonjour. Bonjour. Vous êtes traducteur de comics, scénariste de bande dessinée, cofondateur du studio de bande dessinée Macma, qui justement est à la fois producteur de bande dessinée, enfin éditeur de bande dessinée, mais aussi spécialisé dans ses adaptations. Et vous avez co-traduit la série Before Watchmen avec Doug Headlines, qui est le fils de Jean-Patrick Manchette, qui avait aussi participé à la traduction originale. Je ne l'ai pas cité, je m'en rends compte à l'instant. Et vous traduisez également Doomsday Clock, qui est une autre un sequel, c'est ça, un sequel de Watchmen. Ouais, c'est une espèce de suite à Watchmen qui est aussi la rencontre des personnages de Watchmen avec les personnages de l'univers DC Comics. Et c'est Yann Graff qui vient de répondre puisque vous allez publier chez Urban Comics en juin cette série. Alors partons de ce que vient de dire Alan Moore qu'on a entendu parler, avec cette volonté à la fois de parler de son époque, le milieu des années 80, de faire entrer la BD dans un nouvel âge pour qu'elle soit plus prise au sérieux, d'inventer aussi une nouvelle narration. Yann Graff, Watchmen, c'est un peu tout ça. Est-ce que vous pourriez nous rappeler rapidement l'histoire et l'importance de la sortie de cette série ? L'histoire en termes narratifs ? En termes narratifs, oui. Alors, on commence avec le meurtre d'un justicier masqué qui s'appelle le Comédien, qui a été une espèce de super barbouze pour les États-Unis des années 40 jusqu'à nos jours, donc qui a commis même des exactions pour les États-Unis. Et ce personnage, en fait, meurt à la première page de la bande dessinée. Et il y a un de ses anciens collègues justiciers masqués qui s'appelle Rorschach qui va enquêter sur son meurtre. Et petit à petit, il va découvrir qu'il y a un complot derrière ce meurtre
qui est en lien avec l'état du monde. L'état du monde dans Watchmen, qu'est-ce que c'est? On est en 85 et les tensions entre les États-Unis et les URSS n'ont jamais été aussi fortes. Et à cause d'un personnage qui s'appelle le Docteur Manhattan, qui est un surhomme, qui a des pouvoirs qui sont incommensurables. Il peut contrôler la matière à l'envi et puis il a une vision qui lui permet de voir à la fois le passé, le présent et le futur. Donc c'est une arme de poids pour le gouvernement américain et qui a provoqué en fait une montée en puissance de la tension entre les États-Unis et l'URSS, et on est à quelques jours d'une guerre nucléaire entre les deux pays. Symbolisé par la fameuse Doomsday Clock, cette horloge qui existe vraiment, hein, qui mesurait pendant la guerre froide, selon un certain nombre de critères, le moment qui nous rapprocherait de la fin du monde, qui à l'époque était perçu évidemment à travers la menace nucléaire, qui existe toujours, cette Doomsday Clock, mais qui a introduit un autre facteur, qui est évidemment le changement climatique. Un mot tout de même, Edmond Touriol, sur le phénomène. On a l'histoire maintenant, parlons aussi du phénomène. Qu'est-ce que ça a représenté, Watchmen, au moment de sa sortie? Peut-être aussi, qu'est-ce que ça a représenté pour vous, lecteur de comics? C'est à peu près exactement la même chose que ça. Enfin, en gros, ça a représenté pour moi la même chose que ça représentait pour les lecteurs de comics à l'époque. Moi, j'ai grandi, j'ai appris à lire avec les super-héros. Quand j'avais, avant même d'aller à l'école, ma mère m'avait appris à lire exprès pour que j'arrête de l'embêter et qu'elle me fasse pas la lecture elle-même de ces comics qui étaient ni plus ni moins que des super slips. C'était des mecs qui mettaient leur slip par-dessus le pantalon pour se taper sur la gueule. C'était passionnant, j'adorais ça, mais j'avais 5 ans. Mais ça m'a accompagné tout au long de ma jeunesse jusqu'à, on va dire, 16-17 ans à peu près, au moment où sort, enfin bon, ça sort un petit peu avant, mais nous, le temps qu'on l'ait en France et le temps que j'ai les moyens de le lire, parce que ça sortait Watchmen chez Zenda, donc c'était des bouquins qui coûtaient 72 francs. Autant vous dire que 72 francs, ça représentait à peu près la totalité de mon argent de poche, donc je ne pouvais pas tout lire d'un coup. Bref, quand j'ai découvert ce truc, j'avais un petit peu moins de 20 ans, on va dire. Et je me suis pris une baffe dans la gueule terrible, parce qu'effectivement, ça m'a pris par la main et ça m'a emmené dans la cour des grands. C'est comme si Alan Moore me disait, tu vois Edmond, t'as aimé ces gentils qui se battent contre les méchants et qui vivent des aventures parfois incroyables, même des histoires d'amour, etc. Mais ça restait ni plus ni moins que du soap opéra avec des gens déguisés. Watchmen, c'était l'étape suivante pour nous dire à nous autres lecteurs que finalement, il y avait d'autres choses à dire. Alors, en quelque sorte, on pourrait résumer Watchmen de la sorte. Je pique l'idée à l'excellente émission Mauvais Genre qui est sur France Culture. Si dans notre monde, à nous, apparaissaient des dingues qui mettent des costumes stupides pour aller se battre contre des brigands, et en espérant qu'il y aurait des super vilains qui prendraient aussi la peine de se costumer comme eux, qu'est-ce qui se passerait? Quelles seraient les conséquences sur notre monde? Quelles seraient les conséquences pratiques sur notre monde? Et bien, c'est exactement ça, Watchmen, des dingues qui mettent des costumes et qui sont tous complètement barrés, disons les choses comme elles sont, en tout cas qui ont un pet au casque, pour le dire autrement, Yann Graff. Alors oui, il y a la volonté déjà pour Alan Moore et Dave Gibbons, qui est aussi le co-créateur de Watchmen, qui est le dessinateur, de mettre un point final en fait au concept, on va dire, de super-héros. Et en prenant en fait des archétypes. Donc il y a le justicier masqué solitaire façon Rorschach, il y a le justicier qui bosse pour le gouvernement comme le comédien, il y a le justicier surpuissant comme le Docteur Manhattan, il y a une espèce de pseudo-Batman qui est le hibou, qui est un milliardaire qui utilise son argent pour créer des armes anti-crime. Et tous ces personnages sont des archétypes, et sont des archétypes aussi on va dire, de la moralité d'un super-héros. C'est-à-dire, qu'est-ce qui pousse une personne à se déguiser et à représenter en fait la loi ou la justice. Et pour Alan Moore, son point de vue, c'est de dire il n'y a pas de héros. En fait, les gens qui se présentent comme des héros le font pour des motivations qui sont souvent égoïstes ou peut-être même psychologiques. Et ça vient d'un point de vue sur le monde qu'a Alan Moore, mais qui est très tranché, qui est de dire, voilà, les gens qu'on nous présente en modèle, l'homme providentiel, comme on a souvent, surtout ces dernières années, ça n'existe pas. Et généralement, c'est pour vous vendre autre chose, et généralement, l'aliénation, on parlait tout à l'heure d'aliénation, aliénation du peuple. Alors évidemment, cette dimension psychologique, elle apparaît à travers celui qui peut être considéré comme le personnage principal de la série, qui est Rorschach, qui apparaît avec ce masque comme le test du même nom, qui permet aux psychologues de définir je ne sais pas quoi, mais en tout cas qui est utilisé manifestement en psychologie. Et il y a en effet cette dimension très paranoïaque d'Alan Moore, cette dimension complotiste, évidemment, qui fait souvent dire à certains, s'interroger un petit peu sur l'orientation politique d'Alan Moore, mais
quand bien même il s'agit aussi d'être vigilant, le terme est important. Who watches the watchman? Qui surveille, qui garde les gardiens, puisque c'est les gardiens, c'est la traduction en français. C'est au centre aussi de ce questionnement, Edmond Touriol. Alors, ce qui est intéressant avec le personnage de Rorschach, alors moi je vais dire Rorschach, en fait je sais pas trop comment on Moi non prononce. plus, je dis Rorschach, vous avez dit Rorschach, vous voyez, chacun suppose une que prononciation. le psychiatre à l'origine de tout ça doit être sûrement autrichien, comme tous les psychiatres, ou alors d'origine allemande, donc je vais faire comme s'il était allemand, ça se trouve il est américain, j'en sais rien. Rorschach. Donc ce qui est intéressant, c'est que ce fameux test, il permet justement de se projeter dans un visuel. Et c'est via l'analyse de cette projection que va faire le patient, que le psychiatre va dire, ah bah tiens, toi, quand tu te projettes de cette manière, voilà comment tu vois le monde. Et je trouve ça intéressant parce que justement, Rorschach, il sert vraiment de porte d'entrée à l'univers de Watchmen, puisque c'est par lui, à travers ce personnage qu'on va mener l'enquête avec lui. Et ce qui est intéressant, c'est que, je pense que ça dépend aussi à quel âge on découvre le bouquin. Mais moi, je l'ai découvert, j'étais jeune. Et quand on est jeune, surtout quand on a lu beaucoup de super-héros comme moi, on a toujours un petit côté fasciste où on estime que la justice peut se rendre à coups de poing dans la gueule. D'ailleurs, c'est un petit peu ce qui se passe aussi dans plein d'endroits dans le monde, mais en tout cas dans le monde des super-héros dans lequel moi j'ai grandi, dans le monde où on voyait Spider-Man passer d'immeuble en immeuble, effectivement, la justice, elle se rendait à coups de poing dans la gueule. Et ce qui est intéressant, c'est que Rorschach, donc, je me projetais vachement dans ce gars-là. Alors que bon, j'étais pas particulièrement un fasciste, hein, je tiens à le signaler quand même. Mais quand on lit la BD, il est clairement évident que Rorschach, il n'a pas vraiment... Il a pas de maturité en fait, c'est un gamin dans un corps d'adulte, mais en gros, lui, le monde, il le voit en noir et blanc, c'est très très manichéen son fonctionnement. Et je trouve ça intéressant parce que Alan Moore, il nous prend par la main justement en nous disant, bah, tu vois, ce personnage manichéen qui voit tout en noir et tout en blanc, et ben c'est pas ça l'humanité. L'humanité, c'est tous les niveaux de gris qui entrent. Et donc justement, il nous aide, il nous accompagne dans tout le processus d'intellectualisation et de compréhension du monde. Et même si à la fin, Rorschach, il a toujours rien compris, lui, hein. Mais c'est un personnage qui est attachant. Je ne gâcherai pas la fin. fin. Non, je ne raconte rien. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est un petit gamin, Rorschach, et voilà. Et il est attachant pour ça. Yann Graff, il y a aussi une certaine méfiance, en effet, vis-à-vis de la possibilité même de rendre la justice, mais aussi vis-à-vis des autorités. C'est un monde, une uchronie, on ne l'a peut-être pas suffisamment dit, dans laquelle Richard Nixon a pu se faire réélire à plusieurs reprises, grâce notamment à Dr Manhattan, qui lui a permis de gagner la guerre du Vietnam. Et c'est vrai qu'il y a cette méfiance aussi vis-à-vis des autorités. C'est-à-dire que les hommes masqués, les super-héros, ne sont que des supplétifs, un peu comme Superman, d'ailleurs, qui ne sont que des supplétifs du pouvoir, même si Superman à un moment essaye justement de se détacher, ce qui est le cas aussi de Dr Manhattan. Ouais, ce qui est intéressant avec la figure du Dr Manhattan et une autre figure dont on n'a pas encore parlé, qui est Ozymandias, qui est Adrian Veidt, qui est un milliardaire en fait, qui a profité en fait de sa célébrité en tant que super-héros. Super intelligent, supérieurement intelligent. Voilà, ouais. En tout cas, il se présente comme ça. Et il a fait fortune grâce à son image de super-héros. Et c'est quelqu'un de philanthrope. Il est au merchandising notamment. Il est au merchandising, ouais. etc. Ouais. Et c'est aussi un personnage qui est... Alors que les autres personnages sont plus, on va dire, portés par des valeurs de droite ou des valeurs d'extrême droite, Ozymandias est plus porté par des valeurs progressistes. C'est-à-dire que pour lui, il faut qu'il y ait la paix dans le monde, il faut que... Voilà, sauf que la façon dont il... manipule, on va dire aussi l'opinion via son merchandising, via sa mise en scène permanente, fait que Alan Moore critique aussi cette manière de faire. En fait, critique, comme je le disais tout à l'heure, l'idée d'un homme providentiel. C'est-à-dire que le super-héros soit de droite, entre guillemets, ou de gauche, entre guillemets, ou complètement au-dessus des notions de bien et de mal, comme le Dr Manhattan, il dit, voilà, il ne faut pas que ces gens-là soient au-dessus du peuple. C'est le leitmotiv, en fait. France Culture, la grande table, Raphaël Bourgois. Il est midi 1 quart sur France Culture et on parle de la série Watchmen à l'occasion notamment de l'édition dans la traduction originale, celle de Jean-Patrick Manchette et de son fils Doug Headline des Watchmen chez Urban Comics, mais aussi on en parlera un petit peu plus tard de la série sur HBO. J'aimerais votre avis là-dessus, mais un mot tout de même sur cette nouvelle édition, Yann Graff. Je disais, jusqu'à présent, on avait plutôt accès à des intégrales. Là, c'est véritablement la façon dont ça a été publié. Et ça pose une question assez importante, puisqu'on a beaucoup dit de Watchmen que c'était un des premiers romans graphiques de super-héros. Or, c'est sorti sous forme
feuilletonesque. Et donc, la question qui se pose, et c'est notamment une question qui doit se poser pour vous qui éditez les comics, c'est est-ce qu'il n'y a pas une façon d'européaniser un petit peu les comics en les sortant sous forme d'album intégral, et est-ce que là, on retrouve un peu l'origine même de ce que c'est qu'un comics? Oui, c'était un peu l'idée, parce que l'idée est venue à François Hercouet, qui est le directeur éditorial d'Urban Comics. Il s'était acheté les singles, donc les épisodes simples, en format original, et il les relisait de cette manière. Il se disait, c'est très intéressant en fait de lire cette série épisode par épisode, parce qu'on s'aperçoit à quel point chaque épisode en fait est vraiment construit d'une certaine manière à son propre discours. Et en fait, c'est l'agrégat de ces 12 épisodes qui fait la richesse de Watchmen, qui fait qu'on est à chaque relecture, on voit cette œuvre d'une manière différente. Et le fait de la lire en épisodes séparés donne encore une autre perspective en fait sur cette série. C'est vraiment une série où les portes d'entrée sont nombreuses. C'est de la politique fiction, c'est une série qui est métadiscursive sur le genre du super-héros. C'est aussi de la science-fiction, c'est aussi voilà, il y a de la politique. Il y a toute l'expérience humaine est résumée dans Watchmen. Et Edmond Touriol, je vous pose la même question parce que vous l'avez dit, vous avez appris à lire dans les comics. Il se trouve, quand on est un peu lecteur de bande dessinée, que l'accès aux comics n'est pas forcément évident quand on a un lecteur européen, j'entends, de bande dessinée, à la fois pour la disponibilité, mais aussi parce que parfois ils arrivent un peu désordonnés. Ce sont des objets uniques. On se perd parfois un petit peu dans les nombres de narrations totalement délirantes qui existent. En tout cas, moi, c'est comme ça que je l'ai vécu en tant que lecteur. Et c'est vrai qu'Urban Comics fait un travail justement pour remettre un petit peu les choses dans l'ordre. Mais malgré tout, est-ce qu'il y a aussi pas une façon de retrouver le cartonné couleur de la bande dessinée franco-belge? Alors, rapidement, je vais revenir juste après sur la difficulté d'appréhension des comics pour un lecteur français. Je reviens juste sur le nouveau format de réédition des Watchmen épisode par épisode. C'est pas tout à fait comme ça qu'il est sorti. Il est sorti en single, mais en France, nous, on l'a en cartonné, parce qu'en France, on n'achète que des BD cartonnés. En tout cas, les gens respectables n'achètent que des BD cartonnés. Alors que la plèbe, comme moi quand j'étais gosse, j'achetais mon magazine Souple, Strange, Titan, etc. Et je le rangeais dans ma collection chez moi. C'était des magazines qui coûtaient 3,50 francs. Hein. C'est ça qu'il faut savoir. C'est pas du tout la même BD. Alan Moore, au tout début... L'impression n'est pas la même, par exemple. Non, même pas. Oui, c'était cheap. C'est du consommable. Sauf que c'est du consommable que j'ai quand même rangé dans mes affaires et que j'ai encore aujourd'hui à 46 ans, alors que je les ai achetés quand j'avais 5-6 ans. Ce que je veux dire, c'est que Alan Moore, au tout début de l'émission, on l'entendait, il disait que la BD, à part en France, elle n'était pas respectable, elle n'était pas respectée. Il faut savoir que les comics, nous autres, les geeks, je pouvais me revendiquer naguère, jadis plutôt, du titre de geek, parce que j'étais un geek, j'ai grandi, j'étais un geek, j'étais même un nerd. Et donc, je lisais des comics de super-héros à pas cher, que j'achetais pour une bouchée de pain, et que voilà. Aujourd'hui, ce même univers de comics bariolé avec des super-héros et des super-vilains, on le trouve de moins en moins en kiosque, à tel point que même, je sais même, enfin si, il y a encore 2-3 titres qui existent, mais il n'y en a pas tant que ça, quoi. Et en revanche, il explose complètement en librairie au format cartonné, super classe, pour les gens qui ont les moyens de s'acheter des BD super classe et qui coûtent très très cher. Alors ça, c'est une chose, c'est une évolution. L'éditeur lève les yeux au ciel, évidemment. Non, mais d'un autre côté, moi je suis content, c'est grâce à ça que moi je gagne ma vie grâce à ça, hein. Entre autres, hein, je suis aussi traducteur de comics, je vais pas cracher dans la soupe, hein. Mais une chose est claire, l'accessibilité n'est pas la même. Voilà, c'est pas la même. Avant, moi j'allais acheter moi j'ai grandi j'ai grandi à Bordeaux, mais après j'ai déménagé, je suis allé dans un petit bled, j'allais à la maison de la presse, j'avais accès à tout. Maintenant, bon, évidemment, on peut tout commander aussi, mais bon, c'est pas tout à fait le même univers. Et alors, je reviens sur la première question qui était... Sur cette publication, justement, dans ce format original, même si vous m'avez expliqué que c'est pas tout à fait le format original. Ouais, non, ça c'est justement ça, c'était ma digression, et au départ... Bon, écoutez, passons à autre chose. C'est pas grave. Passons à autre chose, si vous le voulez bien. Cavalry has our names and addresses. Just running scared. Are we safe, Angela? Each place we go. There's a vast and insidious conspiracy. If I told you about it, your head would explode. Just running scared. What is this? This is the only way to show you the truth. You need to help stop the 7th Cavalry. From doing what? Those fuckers are trying to start a war. I
heart was breaking. Which one will it be? You turn around and walk away. Well, it looks like you got things under control here. Cool costume. Thanks. Just running scared. Cool costume, dit le spectre soyeux qu'on retrouve dans cette série de Damon Lindelof, et donc la série Watchmen qui est sortie sur HBO aux États-Unis, qui est disponible sur OCS en France. Damon Lindelof, c'était quand même le showrunner de Lost, de Leftovers, qui sont des séries importantes. Et cette série-là, Watchmen, a eu beaucoup de succès. Alors il y a une espèce d'effet sidérant de poursuite de l'Uchronie. Ça se passe à notre époque, mais comme si l'Uchronie de Watchmen qui se termine sur Robert Redford qui se présente aux élections américaines et qui là est élu. Voilà, ça poursuit cette uchronie. Yann Graff, vous avez vu la série, je crois que vous l'avez regardé aussi, Edmond Touriol, un regard quand même sur cette capacité qu'a cet univers créé par Alan Moore de se poursuivre jusqu'à aujourd'hui. D'autant que Damon Lindelof a expliqué que c'était peut-être son œuvre préférée, tout genre confondu, quoi, tout média confondu. Oui, c'est un gros défi de faire une suite à Watchmen, parce que c'est comme faire une suite à, je sais pas, à Guerre épée, quoi. La Bible. C'est à la Bible. Ouais. Et d'ailleurs, il a cité la Bible, il a cité l'Ancien Testament et le Nouveau Testament pour expliquer comment est-ce qu'il concevait cette série télé. Et je trouve qu'ils s'en sont plutôt bien sortis parce qu'ils reprennent l'idée centrale de Watchmen qui est de voir notre monde actuel sous un prisme différent par l'intrusion des super-héros. Et notamment, ils font quelque chose qui n'est pas dans la bande dessinée, mais qui est une poursuite de l'idée de la bande dessinée, qui est de dire, voilà, là, à l'époque, il y avait des super-héros qui étaient, on n'a pas dit, mais ils sont mis hors la loi par le gouvernement. On n'a pas le droit, normalement, d'être un justicier masqué. Dans la série télé Watchmen, ils font un test dans un État où c'est les policiers qui vont se masquer pour faire régner les quelques super-héros qui restent, en tout cas les héros masqués plutôt que super-héros, sont intégrés aux forces de police. Aux forces de police. Donc c'est encore une autre idée, et on poursuit une idée. Et il y a une critique de ça, il y a une critique de cette récupération du concept de super-héros au service des forces de l'ordre. Avec l'intégration de problématiques très contemporaines, comme la question du racisme, par exemple, qui est à peu près absente de Watchmen, autant que je m'en souvienne, alors qu'il y a, par exemple, une scène de viol dans le Watchmen original. Mais là, voilà, la question raciale n'est pas forcément... Ah, vous avez souvenir de quelque chose. La question raciale, elle est posée via, en fait, les personnages. Notamment, on explique que certains personnages des années 40 avaient des vues d'extrême droite, étaient plutôt d'extrême droite. Et puis surtout, il y avait une question sociale dans Watchmen. Il y a surtout la question de la richesse et de la pauvreté. On n'a pas dit, mais Rorschach, par exemple, c'est un SDF. Et sa vision manichéenne du monde, elle vient aussi de cet environnement social qui est dur, qui est difficile. Edmond Touriol, cette adaptation, en tout cas cette poursuite, avec beaucoup de citations. C'est-à-dire que quand on est fan de Watchmen, quand on connaît bien la bande dessinée, on peut passer tous les épisodes à chercher les micro-citations dans la série. Alors... Vous êtes moins enthousiaste. Alors j'étais très enthousiaste au début, surtout avant même de commencer la série, parce que tout le monde m'avait dit « Ouais, tu vois, c'est hyper bien et tout, toi qui aimes Watchmen, tu vas adorer ». Alors effectivement, pour moi, Watchmen, c'est la Bible. Tous les gens qui me connaissent savent que c'est la BD qui a le plus compté dans ma vie. En revanche, la série télé, j'ai passé un bon moment. J'ai regardé chaque épisode avec délice. Je dis pas le contraire. En revanche, je trouve que Damon Lindelof, il n'a pas forcément tout compris du principe des super-héros. Pour moi, Watchmen, c'est pas par hasard que ça se passe à New York. Les super-héros, nom de Dieu, ça se passe à New York. Metropolis et Gotham, ce sont deux visions différentes de New York. Les super-héros Marvel, ils se passaient dans le vrai New York. J'aurais mis Metropolis à Los Angeles, personnellement. Mais... Bon, on va pas engager le débat ici. Non, mais je dirais que les immeubles sont quand même un peu plus hauts à Metropolis qu'à Los Angeles. Mais bon, peu importe. Une chose est sûre, Watchmen... Je comprends pourquoi historiquement il le place à Tulsa, parce qu'il y a eu des événements, etc., qui lui permettent justement de parler de racisme. Un massacre dans les années 20 par le Ku Klux Klan. Donc ça c'est très très bien. C'est très bien, c'est très Alan Moorien. C'est très mourien de fonctionner comme ça, de se baser sur le tissu même de la réalité pour construire une œuvre de fiction. En revanche, je trouve qu'il n'a pas forcément puisé les ingrédients au bon endroit.
ou en tout cas, il les a pas réinjectés là où il fallait. Et je regrette que l'ensemble urbain de la série télé Watchmen ne corresponde pas à l'ensemble urbain des comics et de ce qu'on attend des super-héros. Pour moi, les super-héros, c'est les nouveaux dieux de notre civilisation urbaine. Et là, ils sont à la campagne, quoi. Alors, il y a aussi peut-être quelque chose à chercher du côté du succès de ce type de série. On peut penser à une autre série qui s'appelle The Boys, qui est sur Amazon. Le succès au cinéma d'un film comme Joker, c'est que, tout comme Watchmen marquait une forme de maturité du super-héros dans la bande dessinée, est-ce qu'on arrive aujourd'hui, comme je le disais, après 20 ans de Marvel, de films Marvel, qui parfois sont assez lisses, il faut bien le dire, est-ce qu'on arrive, pas tous, hein, je ne fais pas dire ce que je n'ai pas dit, voilà, qui arrive aujourd'hui aussi à une forme de maturité, de capacité de réflexion, comme Watchmen avait une capacité d'autoréflexion. Est-ce qu'on en est là aujourd'hui, selon vous, l'un ou l'autre, je sais pas, Yann Graff? Moi, je dirais que ça suit en fait le développement des comics de super-héros de la même manière que les comics de super-héros ont évolué en bande dessinée. C'est-à-dire que les adaptations sont parties avec des adaptations qui étaient très littérales. On avait Superman, on avait Batman, c'était assez cloisonné. Et puis, petit à petit, il y a eu effectivement les super-héros Marvel qui ont présenté un univers partagé, parce que ça aussi, c'était quelque chose qu'on n'avait pas en fait dans les films au départ, un univers où tous les personnages se croisent. Et aujourd'hui, on réfléchit en fait sur les codes des super-héros. En fait, les spectateurs sont maintenant tellement habitués à voir des films de super-héros et à voir des super-héros agir et à voir ces histoires expliquées ou narrées de manière complètement différente, que maintenant ils comprennent les blagues dessus. C'est-à-dire que ça a commencé avec Deadpool, mais voilà, le Joker c'est pareil, on pousse en fait maintenant les curseurs vers, on va dire, plus de réalisme ou alors plus de métadiscours, plus d'irréalisme ou de caricature. En un mot, Montoriol, parce qu'on a vraiment plus que 10 secondes à peu près. Ah bah, juste pour dire que pour moi, les comics sont arrivés au cinéma de la meilleure façon avec le film Incassable. Et c'est lui, en fait, qui a vraiment ouvert la porte au Qui était au public. avant le premier X-Men, c'est un film... Voilà. Et c'est avec ça qu'on a commencé à prendre les super-héros au sérieux, au cinéma. Très bien, merci. Alors, je signale donc la publication. Il y en a 4 pour l'instant. On attend 12 en tout de Watchmen dans la version originale. Et c'est 4,50 € l'album. Donc, vous voyez, on retrouve les prix de votre enfance. Merci à tous les deux d'avoir participé à la Grande Table. On se retrouve après le journal à 12h55.